regret, colère, jalousie. De ces émotions négatives humaines naissent deux choses. L'énergie occulte et les fléaux, qui sont des êtres surnaturels intégralement faits d'énergie occulte. Dans ce monde en proie au désastre que sont les fléaux, se dressent des êtres ayant acquis la maîtrise de leur énergie occulte et se sont vus dotés de capacités spéciales leur permettant d'exorciser ces spectres. On les appelle exorcistes ou chamans. Pour les former à cette activité qui s'exerce à une échelle professionnelle, c'est-à-dire qu'elle est rémunérée, ont été créées deux écoles, l'école d'exorcisme de Tokyo et celle de Kyoto. L'art de l'exorcisme n'étant pas donné à tout le monde, on compte moins d'une vingtaine d'élèves dans les deux écoles réunies. Bonjour à vous jeunes chamans, et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez le feu, et que vous débordez d'énergie occulte. On se retrouve aujourd'hui pour parler des élèves exorcistes de Jujutsu Eye. Avant de commencer, je tiens à vous dire que je me baserai sur tout ce qu'on a pu voir d'eux à ce jour, à savoir jusqu'au chapitre 195, en prenant en compte leur potentiel actuel, n'étant pas un devin pour savoir ce qu'ils feront dans le futur, même si on peut aisément s'en faire une petite idée. Et je ne me cadrerai qu'à l'œuvre originale, donc n'aborderai d'éventuels élèves d'un spin-off ou film ni d'élèves qui ne sont pas actuellement dans l'école comme Yuta Okotsu ou Akari Kinji, ni d'élèves morts. Donc sans plus de fioritures, c'est parti, mais comme à chaque fois je vais encore vous embêter, en vous demandant de vous abonner, non seulement pour soutenir la chaîne, mais aussi pour profiter de toutes les vidéos à venir. Let's go top 10 élèves. Numéro 10, Momo Nishimiya. Ne vous fiez pas à sa petite taille, ne faisant que 1,50 m, et son apparence très enfantine. Momo a 18 ans et est une élève de terminale à l'école d'exorcisme de Kyoto. On dirait une petite fille impuissante, qui peut être facilement effrayée par des actions agressives. Mais c'est une exorciste assez intelligente et téméraire. Elle semble faire preuve de très peu d'empathie avec ses collègues masculins, étant plus proche de Kazumi et Mei, étant les deux seules autres filles de son école. Les femmes étant méprisées dans le monde de l'exorcisme et l'union faisant la force. Mais tout compte fait, elle peut se mettre en colère, si quelqu'un s'en prend à ses camarades, quels qu'ils soient. Au niveau de ses capacités au combat, elle dispose d'une technique d'exorcisme lui permettant de contrôler télépathiquement des objets inanimés comme son balai. En le contrôlant, elle est capable de se déplacer dans les airs en lévitant. Très agile, elle peut se déplacer à de très grandes vitesses, sans craindre de tomber. Elle est même capable de manipuler son balai de sorte à générer des puissantes bourrasques. Tout cela témoigne de son grand contrôle psychique. Elle a aussi de très bons réflexes, et des bonnes capacités de détection. Elle est classée comme exorciste semi-classe 2. Numéro 9, Noritoshi Kamo. Membre, et future tête du clan Kamo jusqu'à ce qu'il soit déchu, Noritoshi Kamo est un élève en terminale à l'école d'exorcisme de Kyoto. Fils d'une grande famille, et élevé pour devenir chef de clan, Noritoshi est un individu sérieux et courtois, portant un grand respect aux instances dirigeantes du monde de l'exorcisme, et aux trois grands clans. Ayant reçu un enseignement digne des grands clans, Noritoshi est très intelligent. C'est un stratège hors pair. Il semble avoir aussi été formé à l'art du tir à l'arc, étant l'une de ses armes principales au combat. Son aptitude principale, la manipulation des émassis, qui est la technique signature du clan Kamo, lui permet de manipuler le sang, que ce soit celui à l'intérieur de son corps, ou dans les poches qu'il traîne avec lui pour ses combats. Il peut entre autres enduire ses flèches de sang durci pour infliger plus de dégâts, ou alors créer des entraves de sang durci pour restreindre ses adversaires, voire même se doper en manipulant son propre sang. Noritoshi semble être un génie né, mais il a dû s'entraîner dur et se battre pour être là où il en est. Et en voyant le niveau de Shozo qui a la même technique que lui, on se rend compte qu'il n'exploite pas encore tout son potentiel, et a encore de la marge devant lui pour devenir un digne chef de l'un des trois grands clans qui régissent le monde de l'exorcisme. Numéro 8, Nobara Kugisaki. Nobara Kugisaki est l'incarnation de l'image que je me fais de la féminité. À savoir beauté, intelligence et force. Comme elle le dit elle-même, moi je m'aime quand je suis belle et élégante. Et je m'aime aussi quand je suis forte. Parce que je suis Nobara Kugisaki, et personne d'autre. C'est une élève en seconde à l'école d'exorcisme de Tokyo, aux côtés de ses camarades de classe Yuji Itadori et Megumi Fushiguro.
C'est une jeune femme confiante et impétueuse, avec un caractère inébranlable. Mais peut parfois se montrer odieuse, arrogante et superficielle. Niveau aptitude au combat, elle dispose d'une force accrue, faisant mouche face à des monstres tels que Yuji ou Maito. Elle a aussi une grande tolérance à la douleur, étant capable de résister sans sourciller à des automutilations, pour affecter ses adversaires. En parlant d'affecter son adversaire, vous devez savoir que Nobara maîtrise une technique qui lui permet de lier son adversaire à une poupée vaudou, ou à elle-même en utilisant quelque chose appartenant à ce dernier. Tel qu'un cheveu. Ce lien pouvant être aussi établi à travers l'énergie occulte. Une fois le lien établi, tout dégât infligé à la poupée se répercute sur la cible. Elle est aussi l'une des rares à maîtriser le rayon noir, ayant compris l'essence même de l'énergie occulte. Nobara n'est décidément pas la demoiselle en détresse devant être protégée par le héros. Sans aucun doute, elle a un brillant avenir devant elle. Numéro 7, Panda. Ne le prenez pas pour une peluche, ou un gentil petit panda. Car il peut faire mal. Très mal. C'est un étudiant en première à l'école d'exorcisme de Tokyo en compagnie de Maki Zenin et Toge Inumaki. Vous vous demandez sûrement pourquoi un panda peut parler? En effet, Panda est un incarné mutant, créé par le proviseur Masamichi Yaga. Eh bien, les incarnés sont des entités non vivantes, abritant des fléaux, et capables d'autonomie. En gros, on peut dire que Panda est un fléau, dans un corps de panda. En l'occurrence, ici ce corps de panda abrite 3 entités ou noyaux, à savoir Panda lui-même, son frère le gorille, et sa sœur le rhinocéros. Panda étant celui à qui on a affaire la plupart du temps, switchant à quelques rares occasions avec sa fratrie dans des situations de combat. Ils ont tous les 3 des caractères différents. Panda c'est le petit frère, le gorille c'est le grand frère protecteur et qui pousse son frère à se dépasser et le rhinocéros c'est la grande sœur qui se met en colère quand on touche à un cheveu de son frère. Panda est un personnage très optimiste, avec un grand sens de l'humour. Mais il sait aussi se montrer sarcastique. Malgré qu'il ne soit pas un vrai être humain, il ne les envie pas, et ne cherche pas à être comme eux. Mais les respecte quand même. En tant qu'incarné, Panda possède naturellement un haut degré d'énergie occulte. Avec de l'entraînement, Panda a appris à renforcer son corps physique pour équilibrer son attaque et sa défense. Il se bat généralement au corps à corps, en utilisant ses poings. Ses modes gorille et rhinocéros lui confèrent un boost de puissance au niveau physique. Numéro 6, Toge Inumaki. J'ai un peu hésité entre la 5e et la 6e place pour Toge. Mais je pense qu'après vous avoir présenté les deux, vous serez d'accord avec moi. On dit souvent que les mots peuvent blesser. Toge est la personne la mieux placée pour comprendre cette réalité. Membre du clan Inumaki, et élève en classe de première à l'école d'exorcisme de Tokyo, Toge dispose du pouvoir non moins intéressant des incantations. Du fait de son pouvoir, Toge est quelqu'un de très peu expressif, ses mots représentant un danger aussi bien pour lui, que pour ses interlocuteurs. Mais c'est quelqu'un de très attentionné. Il est aussi très perspicace. En unissant sa parole à l'énergie occulte, il est capable de donner vie à ses mots. Comme faire exploser son ennemi en disant explose. Ou alors l'immobiliser en disant ne bouge plus. Ceci dit, plus son ordre est puissant, plus le contre-coup est élevé. Allant d'un simple mal de gorge, à des saignements, voire éventuellement la mort dans un cas extrême. Ce qui montre très vite ses limites. Raison pour laquelle je le place en dessous du numéro 5. Même si Inumaki est limité aujourd'hui, son pouvoir lui, a un grand potentiel, je dirais même un potentiel infini. Et s'il est en mesure de le maîtriser, il pourra prétendre à un niveau digne des 3 grands clans qui régissent le monde de l'exorcisme. Numéro 5, Kokishimuta. L'échange équivalent. Ce principe selon lequel on donne une chose pour en avoir une autre. Kokishi lui n'a pas eu le choix, il lui a été imposé par le destin. Du fait de son serment inné, Kokishi s'est vu doté d'une énergie occulte si vaste, qu'elle peut recouvrir tout le Japon en échange de ses aptitudes physiques. En effet, ce serment fait qu'il est né sans bras, ses jambes s'arrêtant aux genoux,
Il n'a aucune sensation sous sa taille, sa peau est si sensible qu'elle ne peut pas être touchée par la lumière du soleil. Car il avait toujours l'impression que les pores de sa peau étaient transpercés avec des aiguilles. Il est capable d'emmagasiner de l'énergie occulte pour les combats exceptionnels. Ayant réussi à avoir une réserve d'énergie occulte de 17 ans, qu'il utilisera dans son combat contre Mahito. Kokishi est un individu reclus et réservé qui aspirait à avoir un corps normal. Étant prêt à passer un pacte avec le diable, en l'occurrence Mahito, pour réaliser ce objectif. Il chérit aussi beaucoup ses camarades, l'une des raisons pour laquelle il veut avoir un corps normal étant de pouvoir passer du temps avec eux. Ne pouvant pas se mouvoir, Kokishi se bat par l'intermédiaire de ses diverses marionnettes Mekamaru, qu'il alimente grâce à ses immenses réserves d'énergie occulte, et qu'il peut contrôler à de grandes distances. C'est le poids de la réserve d'énergie occulte qui l'a poussé à le mettre devant Toge. Numéro 4, Aoi Todo. Un beau gars musclé, mais en plus intelligent, doté de 530 000 de QI. Que demander de mieux? Élève en terminale à l'école d'exorcisme de Kyoto, à première vue Todo est l'image que l'on peut se faire de la brute écervelée, fan de baston. Mais c'est un personnage vraiment unique, attachant et intéressant. C'est un excentrique qui aime beaucoup les femmes, et qui fait tout pour rendre sa vie exaltante, car il déteste l'ennui. Au vu de son physique, c'est assez évident que Todo se bat au corps à corps, et booste ses points avec de l'énergie occulte pour les rendre plus percutants. Néanmoins, il est légèrement en dessous de Yuji sur le critère de la force physique. Sa technique d'exorcisme s'appelle Boogie Woogie. Elle lui permet d'échanger la place d'objets ou individus contenant de l'énergie occulte en tapant de ses deux mains. Et il peut lui-même faire aussi partie de l'échange. Au fond, sa technique n'est pas la plus redoutable, mais couplée à l'intelligence supérieure de Todo, il arrive à prendre ses adversaires au dépourvu et à leur asséner des coups puissants comme l'éclair noir. Ayant aussi compris l'essence même de l'énergie occulte, Todo en a une meilleure maîtrise. Il dispose aussi de techniques de territoire simplifiées, pour se protéger contre les extensions de territoire adverses. Todo, selon moi, avait encore du potentiel à exploiter. Mais malheureusement, ayant perdu une main, sa technique est devenue inutilisable, bloquant ainsi tout avancement et l'affaiblissant. Mais il pourrait revenir sur le devant de la scène en se faisant soigner, ou je ne sais comment, en développant un territoire où il pourrait utiliser sa technique sans taper des mains. Numéro 3, Maki Zenin. Certaines personnes, malgré que la société, la nature elle-même, soit contre eux, n'abandonnent pas et vont à son encontre et se surpassent pour réaliser leurs rêves. Pour Maki, ce rêve c'était de devenir chef d'un des 3 grands clans du monde de l'exorcisme. Oui, je dis était à cause du destin funeste du clan après des événements tragiques. Né avec très peu d'énergie occulte, de base incapable de voir les fléaux voire même de les exorciser, Maki est un anachronisme dans ce monde où tout se décide sur l'énergie occulte. Malgré ça, elle n'abandonne pas. Elle adapte son style de combat à ses lacunes. Portant des lunettes pour voir les fléaux, utilisant des armes maudites pour les exorciser, Maki est devenue une vraie maître d'armes avec une maîtrise allant de la lance, au katana passant par le tribaton. On retrouve en elle toutes les caractéristiques du héros du manga shonen. Sa très faible quantité d'énergie occulte est due à un serment inné, qui en échange d'énergie occulte lui confère de grandes aptitudes physiques. Et grâce à sa sœur, elle deviendra encore plus forte, faisant d'elle l'un des personnages les plus puissants de Jujutsu Kaisen, raison pour laquelle je l'ai placée aussi haut. Au moment où on en est dans le manga, elle n'a même pas encore utilisé tout son potentiel et elle est l'un des personnages à avoir eu la plus grande évolution niveau force brute. Alors je peux vous dire que ça promet pour elle. Numéro 2, Megumi Fushiguro. Ou Megumi Zenin si vous préférez. Vu qu'il descend de ce clan. 10 probablement millions voire même milliards, voilà ce que le clan Zenin était prêt à payer pour récupérer Megumi, et en faire le futur chef de clan alors qu'il n'avait que 6 ans. Et ce n'est pas pour son joli visage qu'il était prêt à payer autant pour l'avoir. C'est surtout la technique des 10 ombres, technique signature du clan dont a hérité Megumi qui les intéresse. Élève en seconde à l'école d'exorcisme de Tokyo, Megumi est un jeune homme calme, sérieux et réservé. Bien qu'il soit généralement peu expressif voire même froid, il est assez sociable. Megumi a une vision assez manichéenne du monde, considérant le monde comme injuste et que les mauvaises personnes doivent être punies,
éliminés pour s'assurer que les jambons aient le plus de chances de vivre. En tant qu'héritier de la technique des 10 ombres, Megumi a la capacité d'invoquer des Shikigami des ombres. C'est une technique de haut potentiel dont je décris les Shikigami dans ma vidéo sur le top 10 des Shikigami. En plus de cela, Megumi se débrouille aussi bien physiquement qu'avec des armes maudites, et est assez intelligent pour utiliser ses capacités au mieux. Son plus grand défaut, c'est qu'il n'exploite pas tout son potentiel et est parfois trop enclin à se sacrifier, accordant trop peu d'importance à sa vie. Et dans un monde où seuls les plus arrogants et égoïstes sont les plus puissants, cela le bride. Récemment, il a commencé à se lâcher et à prendre plus de risques, notamment avec son extension de territoire. Je suis donc certain que la deuxième place que je lui attribuais ici n'est pas faite pour durer. Et qu'il surpassera bien assez tôt le numéro 1 de ce top. Numéro 1, Yuji Itadori. Dernier arrivé à l'école d'exorcisme, et premier dans ce top, Yuji est de ces personnages qui se sont bâtis à la force de leurs poings. Élève en seconde à l'école d'exorcisme de Tokyo, Yuji est le cliché du héros de shonen, à savoir, honnête, jovial et amical. Il a ce petit quelque chose qui fait qu'on a facilement envie de devenir son ami, ayant réussi à faire en sorte que deux personnes qui voulaient le tuer, le prennent respectivement pour l'un son meilleur ami et pour l'autre son frère. Il se soucie beaucoup des gens en général, qu'ils les connaissent ou pas, et met sa vie en jeu pour rendre le monde un tant soit peu plus sûr. Il est même une fois allé jusqu'à s'arracher son cœur pour protéger un ami. C'est la raison pour laquelle il est devenu exorciste. Étranger au monde de l'exorcisme, il réussira à apprendre en quelques semaines ce que ses camarades qui baignent dans ce monde pratiquent depuis des années. Il est même très doué, ayant réussi à utiliser l'énergie occulte de sorte à inventer le point divergent, qui consiste à décaler l'impact de ses coups de poing de quelques millisecondes et maîtrise l'éclair noir. Il est même celui détenant le record actuel du nombre d'éclairs noirs consécutifs, pouvant l'utiliser à volonté et plusieurs fois par jour. Bien qu'il était novice en termes d'exorcisme, il est doté d'une grande aptitude physique innée, pouvant asséner des coups puissants, résister à des attaques mortelles, courir à des vitesses folles. Justement, il se bat principalement au corps à corps, enrobant ses points d'énergie occulte, même si on l'a vu à une fois utiliser une arme blanche. Ajouté à tout ça, Yuji détient en lui l'esprit de roi des fléaux, qu'il peut aisément réprimer, ce qui montre déjà une grande force d'esprit. Mais ne pouvant pas utiliser à volonté la puissance de Sukuna, je ne prends pas en compte la puissance de ce dernier pour ce classement. Ceci dit, cela lui offre certains avantages, comme une grande résistance aux poisons et venins, et une certaine protection voire pseudo-immortalité, Sukuna devant le garder en vie. La mort de Yuji entraînant celle de Sukuna. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'attends vos avis et retours avec impatience et j'espère que vous vous abonnerez pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. Bye.